Le grand moment de cette 3e semaine, c'était donc l'interrogatoire de Cédric Jubillard, le vendredi 10 octobre. Pendant des heures, il a répondu aux questions de la présidente de la Cour. Son attitude a beaucoup marqué les gens présents dans la salle. Il est apparu très calme, presque froid, sans montrer beaucoup d'émotion. Face aux questions les plus difficiles, il n'a pas craqué. Il a répété, encore et encore, la même chose. Je ne l'ai pas tué, c'est la certitude. Il a raconté sa version de la soirée, expliquant que Delphine était partie et qu'il s'était inquiété en pleine nuit en ne la voyant pas revenir. Les experts psychologues qui ont témoigné ont décrit Cédric comme quelqu'un qui maîtrise parfaitement son discours. Ils disent qu'il a une capacité à s'adapter à la personne qui lui parle et à raconter son histoire sans laisser transparaître de sentiments, comme s'il l'avait répété des centaines de fois. La présidente de la Cour a même fait remarquer que rien ne l'étonne, rien ne l'impressionne. Pour les proches de Delphine, cette attitude est insupportable. Ils ont l'impression qu'il ne se rend pas compte de la gravité de la situation et de la douleur qu'ils ressentent. C'est ce contraste qui a vraiment plané sur l'audience. Face au juge, Cédric a dû s'expliquer sur des points très précis. On lui a demandé pourquoi il avait dit à plusieurs personnes des phrases choquantes comme « je vais la tuer »,« l'enterrer ». Il a reconnu avoir prononcé ces mots, mais il a tout de suite ajouté que c'était des blagues stupides et débiles, des paroles en l'air dites sous le coup de la colère, sans aucune intention de passer à l'acte. Il a aussi admis qu'il surveillait Delphine en regardant son téléphone ou en la géolocalisant, expliquant qu'il avait peur que sa nouvelle relation complique leur divorce et la garde des enfants. La défense de Cédric Jubillard, menée par ses avocats, a bien sûr appuyé son discours. Ils insistent sur le fait qu'il n'y a aucune preuve matérielle qui le relie directement à un meurtre. Pas de sang, pas de traces de lutte, pas de corps. Pour eux, son attitude calme n'est pas un signe de culpabilité, mais plutôt le signe d'un homme qui se protège face à une accusation qu'il juge injuste. Ils ont essayé de montrer que ces explications, même si elles peuvent paraître maladroites, sont plausibles. Tout l'enjeu pour Cédric était de convaincre les jurés de sa sincérité, malgré l'image très négative que l'accusation dresse de lui. Pour comprendre pourquoi Cédric est accusé, il faut se plonger dans la vie du couple juste avant la disparition de Delphine. Pendant le procès, on a beaucoup parlé de leurs disputes et des tensions qui existaient entre eux. Cédric a lui-même reconnu qu'ils s'insultaient souvent. « On s'insultait, c'est comme ça », a-t-il dit. Il y avait aussi des problèmes d'argent et des désaccords sur l'avenir de leur maison qu'ils étaient en train de rénover. C'était une ambiance vraiment électrique à la maison, surtout depuis que Delphine avait annoncé qu'elle voulait divorcer pendant l'été 2020. C'est ce contexte qui forme la toile de fond de l'affaire. L'accusation a une idée très claire sur le mobile, c'est-à-dire la raison qui aurait poussé Cédric à commettre l'irréparable. Pour le procureur, tout est lié à la séparation. Cédric n'aurait pas supporté que Delphine le quitte. Et, surtout, qu'elle ait retrouvé l'amour avec un autre homme, son amant de Montauban. Apprendre qu'elle était heureuse et qu'elle s'apprêtait à partir pour de bon aurait été l'élément déclencheur. Selon cette théorie, la nuit de la disparition, une dispute violente aurait éclaté à ce sujet et la situation aurait tragiquement dégénéré. C'est l'hypothèse principale sur laquelle repose toute l'accusation. De son côté, Cédric Jubillard donne une autre version. Il a admis qu'au début, il était contre le divorce, mais il assure qu'il avait fini par l'accepter. Pour prouver sa bonne foi, il a même expliqué qu'il avait commencé à utiliser des sites de rencontres dès le mois de mai 2020, bien avant la disparition de Delphine. Ses avocats s'appuient sur cet élément pour dire qu'il était lui aussi en train de tourner la page. Ils affirment que l'image d'un mari jaloux et possessif, qui n'accepte pas la rupture, est une caricature construite par l'accusation pour les besoins de la cause, mais qu'elle ne correspond pas à la réalité. Le débat sur le mobile est donc central. Est-ce que Cédric était un homme désespéré, au point de commettre un meurtre pour ne pas perdre sa femme ?
Ou était-il simplement un homme, en plein divorce, avec les hauts et les bas que cela implique, mais sans aucune intention violente? Toute la question est de savoir si les tensions dans le couple étaient classiques pour une séparation difficile, ou si elles avaient atteint un point de non-retour. Les jurés doivent évaluer la psychologie de l'accusé et la dynamique de leur relation pour se forger une opinion sur ce qui a pu se passer cette nuit-là. Cette semaine a aussi mis en lumière plusieurs points qui posent problème et qui font beaucoup débat. On les appelle les points de contentieux. L'un d'eux concerne le téléphone de Cédric. L'accusation trouve très suspect qu'il se soit éteint ou bloqué pendant la nuit du drame, comme s'il avait voulu cacher quelque chose. La défense, elle, a une explication simple. Il n'avait plus de batterie. C'est un détail technique, mais il est crucial, car il pourrait suggérer une volonté de dissimulation. C'est un exemple parfait des zones d'ombre qui persistent dans ce dossier et que chaque partie interprète à son avantage. Un autre grand point de débat, ce sont les témoignages. Certains sont très à charge contre Cédric, comme celui de son ancien co-détenu, Marco, qui affirme que Cédric lui aurait fait des aveux en prison. Mais la défense attaque la crédibilité de ces témoins, les jugeant peu fiables ou intéressés. Il y a aussi le témoignage du fils du couple, Louis, qui est au cœur des discussions. C'est un témoignage fragile et douloureux, et les avocats de Cédric soulignent qu'il est difficile de se baser sur les paroles d'un très jeune enfant qui a vécu un tel traumatisme. Le poids à accorder à chaque parole est une décision très lourde pour la Cour. La défense a également beaucoup insisté sur ce qu'elle appelle les erreurs de l'enquête. Par exemple, un gendarme a reconnu à la barre qu'il y avait eu une confusion sur la localisation du téléphone de l'amant de Delphine au début de l'affaire. Pour les avocats de Cédric, chaque erreur, chaque doute doit profiter à l'accusé. Leur stratégie est claire. Ils démontent un par un tous les indices présentés par l'accusation en disant qu'ils ne sont pas assez solides pour envoyer un homme en prison pour le reste de sa vie. Surtout quand il n'y a ni corps, ni scène de crime claire. Alors, que va-t-il se passer maintenant? La semaine prochaine sera la dernière et la plus décisive. L'interrogatoire de Cédric Jubillard doit se poursuivre dès ce lundi 13 octobre. Ensuite, on entrera dans la dernière ligne droite. Il y aura les plaidoiries des avocats de la famille de Delphine, puis celles des avocats de Cédric. Viendra ensuite le réquisitoire du procureur, qui demandera une peine. Enfin, les jurés se retireront pour délibérer. Le verdict est attendu pour la fin de la semaine, probablement le vendredi 17 octobre. C'est à ce moment-là que l'on saura si la Cour a jugé Cédric Jubillard coupable ou non.